bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud pour vivre ensemble ce bon moment d'oisiveté. Vous regardez des mots et des bas. L'invité du jour, il est mahorais, il vit à Mayotte. Il est romancier, nouvelliste, dramaturge, chanteur, guitariste. Il est l'auteur, entre autres, de La fille du polygame aux éditions L'Harmattan en 1992. Mon mari est plus qu'un fou, édition Naïve en 2006. Et puis aussi, entre autres, je ne donne pas toutes ses œuvres, Tonton, rends-moi ma virginité, édition Orphie 2015. Nassur Atoumani, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Patricia. Oui, ça va? Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler de votre dernière parution, votre nouvelle parution. Ça s'appelle Instinct de survie à Madagascar, aux éditions Orphie. Bien, commençons tout de suite, au fil des pages. Nassur Atoumani, dès les premières pages de votre ouvrage, vous décrivez l'enfer dans les grandes villes de Madagascar. Nous assistons à un spectacle de désolation, celui des naufragés du macadam. Par exemple, le premier chapitre, c'est à Antsirabe. On voit cette femme qui mendie, qui est là et qui allaite son bébé. Pourquoi commencer par cette vision de la précarité, de la pauvreté à Madagascar? En fait, le recueil de nouvelles lui-même vient donc d'une résidence d'écriture que appelle l'Amicale pour la promotion de l'écriture et de la littérature que je préside, avait mis en place entre des écrivains de la grande île et des écrivains donc de la petite île, c'est-à-dire Mayotte et Madagascar. Donc on avait fait venir 2 écrivains malgaches et nous on était 3 à partir à Madagascar. Donc chacun avait été envoyé dans une ville bien particulière. Et moi, je me suis retrouvé à Antsirabe en 2009. Et donc voilà. Là, oui. Et donc là, j'arrive, premier jour où je vais au restaurant parce que je suis arrivé un dimanche. Lundi, je vais au restaurant. Et là, je découvre donc cette famille de mendiants. Et là, je trouvais, mais c'est formidable. Donc, je vais écrire sur ce que les Malgaches appellent les embas. Les embas, c'est-à-dire les petites gens. Oui. Voilà, parce que ceux qui sont riches, ils s'en sortent toujours. Oui. Mais le problème que je voulais poser, comment est-ce que les petites gens arrivent à s'en sortir dans un pays où, à l'époque, le SMIC était à 25 €. Oui, 25 € par mois, vous dites. Mais par contre, vous voyez, vous décrivez cette scène de cette femme qui allait. Il y a un enfant de 5 ans qui joue à côté d'elle, dans ce caniveau, dans cette poussière, dans cette misère. Et pourtant, vous émettez un doute. Vous dites, mais peut-être que ce sont des acteurs. Peut-être qu'ils ne mendient pas. Tout va bien. Oui, j'y ai pensé parce que j'ai eu également donc l'occasion de rencontrer un expatrié, enfin ce qu'on appelle là-bas des vasas, c'est-à-dire des étrangers, donc peuvent être blancs, etc. Oui. Et qui m'explique que non, lui, il connaît bien Madagascar. Ça, ce ne sont pas donc des vrais mendiants parce que les femmes là-bas, ils font des locations d'enfants, donc pour mendier. Et moi, je me dis, voilà, encore quelqu'un qui arrive dans un pays et qui se moque des gens. Mais il a fallu donc que je trouve un de mes amis qui est écrivain, avec qui donc on avait fait l'échange. Il s'appelait, parce qu'il n'est plus là, Jean Perag, et qui m'explique exactement ce que le Vazar m'avait expliqué. Que, voilà, donc c'est fort possible que ce soit donc, des gens qui se louent des enfants. Mais quand donc j'ai vu cette femme donc qui allait avec l'état donc de crasse de ses vêtements d'elle-même, je dis non, un autre enfant n'accepterait jamais donc de mettre sa bouche dedans. Mais en fait, c'est peut-être donc le petit enfant de 5 ans qui était peut-être loué. Pour justement essayer d'attendrir les passants. Alors, il y a aussi, vous donnez un nom à cette femme, Manitra. Vous parlez Mantra. Aussi, oui, mantra, mais pas ce bon. Oui. Je ne connais pas trop, c'est pas facile de parler malgache, voilà. Le kibushi, oui. Le shimaoré, non, le shimaoré, c'est pour le Mao. Le kibushi, c'est le malgache qui est parlé à Mayotte. À Mayotte. Mais le malgache qui est parlé à Madagascar, c'est malgache. C'est le malgache. Très donc, bien. un malgache, mantra, ça veut dire donc parfumé, que ça sent bon. Oui. Voilà. Alors, vous parlez d'une autre tradition malgache, parce qu'il y a plusieurs chapitres comme ça dans votre ouvrage. C'est le retournement des morts. Est-ce que c'est Famadiane.
Oui, est-ce que c'est vraiment exceptionnel à voir? Ah, c'est quelque chose donc d'extraordinaire. Expliquez-nous, ouais. Déjà, c'est pas fait donc par les 19 ethnies qui sont à Madagascar. Oui. Par exemple, l'ethnie royale donc, ne fait pas Bien sûr. le Famadian. Mais c'est quelque chose donc, qui appartient aux gens des hauts plateaux. Oui. Et donc, ils peuvent investir toute leur fortune Oui. pour arriver donc à ce fameux Famadian. Donc, parce qu'ils disent que vivant, quand nous sommes vivants, nous allons partager le même espace, mais quand nous sommes morts, donc nous allons partager le même espace. Donc, on a l'espace des morts et l'espace donc des vivants. Donc, les vivants, chacun va habiter dans sa maison, dans sa case, mais là, les morts, ils vont donc habiter dans la même tombe. Ouais. Et voir, donc, c'est-à-dire un mort donc, qui va mourir, par exemple, à Majinga. Et puis après, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, donc, on va rapatrier son corps pour faire donc, ce fameux Famadiana. Donc, c'est une tombe familiale collective. Collective. Mm. Vous révélez également qu'il est très rare à Madagascar que deux ethnies se marient. En général, deux ethnies différentes se Oui. marient. Ça ressemble un peu aux castes indiennes. Alors, il y a également les Indiens à Madagascar Oui. qui s'appellent les Karan. Oui, les Indiens musulmans. Oui, oui. Et donc, j'en ai parlé un peu. Oui, bien sûr, vous en parlez. Voilà, alors, apparemment, cela ne se mélange pratiquement pas. Et d'ailleurs, même le droit du sol n'existe pas à Madagascar, ils s'en plaignent. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ouais. Voilà, alors que cet Indien, donc, c'est un Indien extrêmement riche, justement, qui a plusieurs Restaurants, des boutiques, oui. des boutiques, des immeubles, etc., qu'il loue, mais seulement son arrière-grand-père est arrivé à Madagascar et lui n'a toujours pas la nationalité malgache. Malgache, ouais. Allez comprendre. Vous parlez aussi de cette monnaie, il faut faire très attention parce que certains étrangers peuvent se faire avoir. La monnaie Ariari, alors je ne sais pas si je prononce bien, oui, ou alors le FMG, c'est-à-dire le franc malgache. Oui. Expliquez-nous, parce que vous vous êtes fait avoir en fin de compte. Alors, vous avez pris plusieurs fois, plus. mais il a fallu donc parce que un malgache te donne un prix, par exemple, il vous dit cette chemise, elle vaut 5 000. Oui. Mais il ne te dit pas 5 000 francs Oui. ou 5 000 arrière. Il y a une différence de, Oui, de taux fois 5. Fois 5. Oui. Donc, si on te dit 5 000 et que vous allez payer 25 000, oui. ce n'est pas la même chose que bien sûr. 5 000 francs. Et les billets sont différents entre les francs malgaches? Ah oui. Non, arrière. mais, Oui. mais l'arrière donc a été mis il n'y a pas longtemps et les malgaches eux-mêmes n'arrivent pas donc à s'en sortir donc avec ce arrière, donc ils continuent à compter en FMG. Oui. Donc ils disent toujours 5 000, 10 000, etc. On arrive dans la capitale Tananarive, avec toutes les villes que vous avez voyagées, par exemple Antsirabe, Nosy-Be, Tananarive, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette capitale parce que vous dites le royaume des indigents aussi. Tananarive, il faut savoir que nous avons donc, enfin, c'est une sorte donc d'aimant donc, qui attire tous les malgaches de la côte. Parce que je prends un cas tout à fait simple, les artistes malgaches. S'ils ne sont pas lancés de Tana, ils ne peuvent jamais percer. Oui. Ce qui fait que nous avons donc des artistes qui viennent de la côte, que ce soit d'Antsirabe, de Diego, de Tuilière, ils sont obligés donc de remonter à Tana. Et à Tana, nous avons donc des quartiers spécifiques. On sait que, par exemple, le 67 hectares, ça, ce sont les gens de Nosy-Be, etc. Donc, on a le quartier des Comoriens qui arrive, on a le quartier... donc, c'est comme ça, c'est préétabli. Et donc, on a beaucoup de misère qui arrive de partout, qui vient là pour essayer de s'en sortir.
Vous avez dû être, par rapport à Mayotte, vous avez dû certainement comparer Mayotte, Madagascar. Vous êtes certainement dit, on est bien loti à Mayotte. Oui, oui, complètement. Et c'est parce que j'ai quand même... je connais Madagascar comme beaucoup de Malgaches ne peuvent pas donc connaître parce qu'ils n'ont pas les moyens de voyager. Ouais. Et la première fois, par exemple, où j'allais animer un atelier... De théâtre à l'Alliance française. Oui, de Tuléar. Je suis parti en avion de Tana à Tuléar. Et j'ai dit, bon, jamais plus je prendrai l'avion une fois à Madagascar parce qu'on ne voit que des nuages, on voit donc la terre rouge, mais on n'a pas cette rencontre avec la population. Or, moi, ce qui m'intéresse quand je vais dans un pays, ce n'est pas de filmer les maquis, ni les bâtiments, ni les musées. Non, ce sont les gens voilà, qui sont plus importantes que moi. Or, dans les reportages, par exemple, que nous voyons souvent faits par des métropolitains qui arrivent là-bas, la mer est magnifique, le lagon, il est extraordinaire. Mais où sont les gens? Voilà. Et c'est pour ça que je tenais à parler des Amba. Oui. Les Amba, cette population, ce peuple qui est vraiment au plus bas de la classe sociale. Oui, voilà. À un moment, vous êtes tombé malade, vous avez attrapé le chikungunya. Le chikungunya. Vous aviez cru mourir, j'imagine. Non, en fait, c'était la grande période où il y avait eu des... Donc, aussi bien à La Réunion qu'à Mayotte. Oui. Et moi, c'est le jour où je partais à Madagascar pour la première fois. Donc, où nous avons un concours littéraire que nous avons mis en place donc, avec un de mes anciens amis qui s'appelait David Zamanour, également un écrivain franco-malgache, mais qui est décédé à Mayotte. Et on partait avec toute cette jeunesse que nous prenons à Mayotte, que nous prenons au Comores, que nous prenons également donc, à Madagascar et que nous regroupons dans une ville, mais ça devient itinérante, etc. Et là, j'arrive là, le matin où je vais prendre l'avion, là, je sens donc toutes mes articulations bloquées, mais une douleur extraordinaire. Donc voilà, décrire également ça avec mes mots, parce que ça a été une souffrance énorme pour beaucoup de gens dans la région. Parce que le chikungunya, ça veut dire la maladie de l'homme courbé. Toutes les articulations sont attaquées. Vous avez goûté à la viande de zébu? Ah oui. Ça a quelle saveur? C'est bon? C'est magnifique. Ouais. Magnifique parce que ce sont des zébus qui sont élevés dans la nature. Pas de fourrage comme par exemple on trouve en France, mais ils peuvent circuler, d'autant plus que la richesse malgache, c'est d'abord donc les zébus. Voilà. Et dans le sud, par exemple, chez les Entendrouilles, avoir des zébus, de sorte que quand, par exemple, on mourait, il fallait que tous les zébus soient égorgés. Donc, on pouvait égorger, en même temps que le défunt, c'est ça. On pouvait donc égorger une centaine de... Mais quel intérêt de faire ça? Ça peut être toujours une source d'argent pour vendre, travailler pour nous qui venons de l'extérieur, oui. Mais pour les gens donc, qui vivent leur culture intérieure, c'est que je suis parti de rien. J'arrivais donc à mettre tout en place. Donc chacun peut partir de rien et donc se débrouiller. Il n'y a pas de legs, donc on va égorger 2 zébus pour nourrir ceux qui viennent et qu'on va garder les 98 autres pour ceux qui... Enfin, pour les enfants, non, c'est... Oui, tout y passe, quoi. Voilà. Mais maintenant, ça commence à être un peu régulé. Oui. Mais Madagascar est un pays magnifique. Il faut s'immiscer dedans et apprendre cette culture. Alors justement, immisçons-nous dans ce beau pays, dans cette grande île. À un moment,
on sent que lors de votre périple, donc vous croisez des villes et vous croisez aussi donc des gendarmes qui font leur travail, c'est-à-dire de demander la carte d'identité aux chauffeurs et peut-être aux passagers. Et vous parlez de corruption, parce que vous êtes témoin justement de ce petit billet qui est froissé et que le gendarme récupère, qui a été donné par le chauffeur. Ça vous interpelle? Ça n'existe pas à Mayotte? Non, 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 non. On peut avoir donc une autre forme de ce que ça s'appelle là-bas le mkarakara, la débrouillardise, donc, etc. Mais par exemple, quand on va à Madagascar et qu'on descend à l'aéroport de Majinga, entre autres, ou à l'aéroport de Nosibé, mais c'est pratiquement quelque chose donc, qui est mis en place, aussi bien donc, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en venant en tant que touriste, on est froissé. On est froissé. Quand par exemple... Ils demandent ouvertement aux touristes, oui, t'as quelque chose pour moi? On vous demande, est-ce qu'il ne vous reste pas... Quelques pièces, c'est ça? Voilà. Et où est le cadeau, etc. Alors que maintenant, le nouveau président donc, a mis en place une brigade anticorruption. Oui. Et il y a même déjà certains anciens ministres qui se sont trouvés de l'autre côté de la barrière. Et on ne sait pas donc comment ça va tourner après. Oui. On ne sait pas. En tout cas, Andra Joël, c'est sa politique, c'est lutter contre la corruption. Oui, voilà. Mais cette lutte contre la corruption qui est affichée donc, partout, même avec l'ancien président, et nous, on s'était retrouvés également donc, comme ça, avec nos animations, avec une grande affiche sur le spectacle qu'on faisait. À cette époque-là, j'avais monté Entre les mailles du diable à l'Alliance française de Tuléar. Et on avait donc ces affiches et les gens, donc, ceux qui s'assoient devant, donc, première rangée, eh ben c'était toujours ça. Donc, alors que l'affiche était là. Donc, on n'avait pas un petit quelque chose pour moi, etc. Oui, mais quand on arrive, il faut donner un petit quelque chose. Quand on repart, il faut donner un petit quelque chose. Mais oui. À quel moment, voilà, on peut être tranquille ou bien est-ce que nous, on peut recevoir un petit quelque chose? Surtout, vous parlez aussi énormément de ces enfants qui mendient. Par exemple, lorsqu'il y a des embouteillages, les voitures sont à l'arrêt. Là, il y a une horde d'enfants, de troupeaux d'enfants, excusez-moi de ma vulgarité, mais qui arrivent et voilà, qui tendent la main pour demander aussi soit à manger quelques pièces. Madame Patricia, je pense que vous avez lu de fond en comble mon... Ah oui, oui, bien sûr, heureusement. Et d'ailleurs, je voulais savoir, puisque vous avez pris quand même quelques bus pour vivre comme les autochtones, on va dire, comme les locaux, à un moment, vous craignez quand même alors je ne sais pas si je prononce bien, ça s'écrit Dahalo. Ces Dahalo, donc ce sont des sortes de milices comme ça, armées, qui viennent piller. Oui, les Dahalo, ce sont des bandits. Oui. Enfin, qu'on pourrait donc appeler ici des bandits de grand chemin, oui. Et qui détournent éventuellement donc les ébus peuvent s'attaquer, donc prendre. Mais et la police, elle est en permanence donc en train de les pourchasser. Mais oui. Seulement donc ils sont tellement organisés, ils ont des faux badges, ils peuvent paraître donc comme étant des vrais policiers, alors que ce sont donc des faux policiers. Ils ont des camions, ils connaissent tous les crics. Ils sont bien organisés. Extrêmement donc bien organisés, parce que tous ces ébus qui sont volés, et même des fois donc ils tuent, ça alimente le marché de Tana. Dernière chose, alors vous parlez aussi de ces criquets pèlerins, ça doit être impressionnant de voir ces bêtes comme ça, ces insectes qui arrivent sur le car lorsque vous étiez en train de voyager. Et puis vous parlez aussi de cette prostitution. Oui. Alors ça, on sent que c'est un peu partout, c'est un moyen de survie. Oui, mais justement, donc, je disais que
quand le SMIC donc, de la population, le SMIC d'un pays est de 25 euros, oui. maintenant donc il est un peu plus, il tourne aux alentours donc, de 40 euros, et que le SMIC à Mayotte à côté, donc il est de 1300 euros. Oui. Et comme c'est un département français, donc oui, on s'aligne sur le taux français. Et j'ai même vu à Tana des Réunionnais donc, prendre des charters donc, pour venir à Madagascar, donc faire ce qu'ils ont envie oui, faire de faire. l'étalage de leurs biens. Oui, etc. Ben, là, et de la chair, j'imagine. Voilà, avant tout, avant tout. Et donc là, on comprend très bien que cette mère de famille, donc, où c'est cette jeune qu'il faut donc s'en sorte, dont les parents n'ont rien, ben, on est un vasa, forcément, donc Oui. nos poches attirent forcément donc, les yeux de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Nassir Atoumani. Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Alors, pour Carte sur table, Nassir Atoumani, je voulais savoir, depuis quand portez-vous justement ce chapeau colonial? C'est votre marque de fabrique. Tout à fait. Je porte depuis plus de 30 ans. Et pourquoi? Quel est l'élément déclencheur, justement? L'élément déclencheur, ce n'est pas parce que mon père donc, a emporté, mais c'est parce que à l'époque, j'étais prof dans un lycée à Mayotte. Et comme je ne faisais pas du tout mon âge, les profs me prenaient souvent donc, pour un élève. Et quand je rentrais donc, en salle des profs, on me mettait à la porte parce qu'il ne faut pas donc, que je reste là parce qu'il y a des choses qui sont volées. Oui. Quand j'allais devant la salle en attendant que l'autre ait fini et que moi donc, je puisse rentrer, j'avais certains profs donc, qui sortaient, qui m'engueulaient qu'on vole des chaises ici. Donc, nous, on n'a pas à se mettre là. Oui. Et moi, ça me froissait parce que c'était toujours donc, le professeur blanc donc, qui s'en prenait donc, aux petits lycéens noirs dont il pensait donc, que j'étais. Donc, jusqu'au jour où il dit, bon, voilà, vous voulez jouer avec moi, alors... je vais vous en montrer donc, de toutes les couleurs. Oui. Donc, je suis parti à la maison, j'ai pris mon casque colonial et je suis arrivé. Et bien sûr, ça a choqué donc, bien sûr, oui. tout le monde parce que la colonisation était finie. Non, la colonisation n'est pas finie parce que celui qui est en haut, il peut cracher sur celui qui est en bas. Mais celui qui est en bas, quand il crache sur celui qui est en haut, c'est sa salive donc, qui retombe sur son propre visage. Alors, il y a aussi, on dit que vous êtes un peu une sorte de défenseur des droits humains, notamment vous luttez contre les violences faites aux enfants, aux femmes. Je pense peut-être au titre Tonton... Rends-moi ma virginité. Voilà, Rends-moi ma virginité. Comme mon mari est plus qu'un fou. C'est un homme. Qu'est-ce qui vous pousse justement à militer, à montrer, à vous battre, à lutter contre ces formes de violence? Déjà, donc, j'ai assisté à ces violences-là, donc des femmes qui sont battues, etc. Et puis d'autres qui sont venues m'en parler à mi-voix. C'est-à-dire quand on a été battu par son mari, etc., on ne va pas le crier sur tous les toits que bon voilà, je suis battu, mais on le dit à demi-mot. Et quel est le livre pour lequel vous avez reçu un prix, une récompense? C'est voilà, Mon mari est plus qu'un fou. Mon mari est plus qu'un fou. Et ça fait quoi de recevoir un prix? Quel est ce prix justement? Vous pouvez nous le rappeler? C'était le prix, le grand prix littéraire du roman de l'océan Indien. Oui. Mais ça, à la limite, bon, ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ce qui a été extraordinaire, c'est de voir son visage sur le premier livre donc, qu'on a écrit, qui est publié et que là, il y a votre photo derrière. Ça peut donc vous bouleverser parce que j'avais l'habitude
à l'époque d'écrire des pièces de théâtre, de jouer, et puis après, je le mettais donc à la poubelle parce que j'ai jamais pensé. À les publier, à les faire publier. Non, non, Ouais, jamais. Jusqu'à ce qu'il y ait un ancien professeur, un professeur de l'INALCO qui s'appelle Claude Alibert, qui est spécialiste de Mayotte et des Comores, qui est venu une fois. Je l'ai invité parce qu'il était à Mayotte. On s'est retrouvé chez mon metteur en scène et je l'ai invité à venir voir ma pièce parce qu'on jouait. Et il s'est dit, bon, il avait passé cette année à enseigner l'anglais à Mayotte. Il n'avait jamais entendu parler donc qu'il y avait des gens de l'archipel qui écrivaient. Et pour lui, bon, c'était tout simplement des sketchs que moi, oui, j'appelais théâtre. Donc il m'a dit, bon, j'ai pas le temps, mais je passerai 5 minutes parce que j'ai des invitations. Et il est venu pour 5 minutes. Il est resté 1h30. Et tous les jours, puisqu'on jouait donc chaque jour, tous les jours, il est venu s'asseoir au premier rang. Et c'est lui, donc, à la fin, avant de repartir à Métropole, qui m'a dit, bon, Nassur, est-ce que ça t'intéresserait de voir ta pièce publiée? Moi, être publiée, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Mais si vous pensez donc que ça peut se faire, ben, elle m'a dit, bon, vous me donnez votre manuscrit. Et je ne vous promets rien, mais je vais tenter donc de voir Paris. Et ça, c'était en 90, parce que la pièce, on avait commencé à jouer en 89. Très bien. Nous allons passer à la dernière partie, Nassur Atoumani. C'est tout de suite le coup de cœur. Et pour ce coup de cœur, nous avons très peu de temps, Nassur Atoumani. Vous avez pensé à qui? Quel auteur? Firgit Gorgui. Oui. Et le titre du roman que vous avez choisi? Perahim. Perahim, oui. Pourquoi? En quelques mots. C'est quand même l'auteur de La 25e heure. Oui. Donc, qui a été porté à l'écran. Et c'est un monsieur, un religieux donc, qui a vécu à Paris durant toute sa vie. Quand il a fui la Roumanie après l'invasion de la Russie, etc., parce qu'il se trouvait donc à l'étranger, il a pu fuir. Et donc, il a raconté toutes ses mésaventures dans la 25e heure, mais en réalité, il a continué donc à parler de la violence subie par les gens donc, de l'Est de son pays, parce que son père également donc, a été tué. Il a disparu parce qu'il avait offert à son père, durant la guerre, des chaussures. Et comme son père donc, était extrêmement pauvre, lui, il avait 3 frères. Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient qu'une seule chemise pour aller à l'école. Donc, c'est tous les 3 jours, chacun donc, avait droit à mettre la chemise oui. Pour aller à l'école. Et c'est son style, surtout, parce que n'importe qui peut raconter une histoire. Mais moi, c'est ce que je recherche avant tout, donc ce sont les styles. Voilà, comment est-ce que, par exemple, Amadou Ampateba écrit, comment est-ce que... enfin, oui, le style d'écriture de l'auteur qui, vous, en fin de compte, vous submerge, vous bouleverse, vous émeut. Voilà, et je sais, on me dit souvent, donc, quand on lit mes livres, c'est qu'on est tellement embarqué dedans, parce que les descriptions, etc. Mais moi, je dis, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de tenir la main à mon lecteur, de lui tenir donc par la nuque et lui montrer donc ce que je vois, lui tirer les oreilles pour qu'il entende ce que j'entends, etc. Et donc, c'est ce style-là qui m'émeut. Très bien. Merci beaucoup, Nassur Atoumani, de nous avoir présenté votre coup de cœur et puis aussi votre carnet de voyage, ce livre que vous avez écrit à Madagascar, donc, ça s'appelle Instinct de survie à Madagascar, aux éditions Orphie. Merci beaucoup, chers amis, chers complices, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.